Salut tout le monde, ravi de vous retrouver mes chers élèves de la deuxième année baccalauréat option physique chimie SVT dans la suite du cours sur le rôle du muscle dans la libération, dans la conversion de l'énergie. On va essayer d'étudier les phénomènes qui accompagnent la contraction musculaire. Donc, comme rappel, vous savez que le mouvement volontaire il est dû à l'influx nerveux qui provient de l'aire motrice au niveau du cerveau par des nerfs, donc il y a le passage de l'influx nerveux pour qu'il y ait une réponse par le muscle. Il s'agit donc d'un phénomène électrique sous forme d'influx nerveux. Lorsque le muscle reçoit cet influx, il se contracte, donc il s'agit d'une réponse. Par une contraction musculaire, on parle d'un phénomène mécanique. Et en même temps, il y a le dégagement de la chaleur, c'est le phénomène thermique. Et il y a des réactions chimiques qui se font au niveau des cellules musculaires. On parle donc de phénomènes chimiques ou biochimiques. On commence par les phénomènes électriques. À partir du protocole expérimental que vous voyez devant vous, il s'agit d'un électromyographe. Regardez. Donc, le muscle en relation avec le nerf, lorsqu'on applique une stimulation indirecte, c'est-à-dire sur le nerf, on va enregistrer une réponse au niveau du muscle comme une contraction musculaire, ce qu'on appelle la secousse musculaire. Et cette secousse elle est accompagnée d'un phénomène électrique enregistré par l'oscilloscope. On va essayer donc d'analyser le résultat de ce protocole expérimental, c'est-à-dire l'appareil qui mesure, qui détecte ces variations électriques, on l'appelle l'électromyographe. B, analyse des résultats. Donc, on obtient le graphique suivant. Donc, vous allez voir ici, il y a deux courbes. En jaune, il s'agit de phénomènes électriques. En bleu, c'est ce qu'on a déjà étudié dans la première partie. Il s'agit de la secousse musculaire, c'est-à-dire le phénomène mécanique. Donc, regardez, après la stimulation, il y a un potentiel de repos, c'est-à-dire que la DDP dans la cellule musculaire entre moins 80 millivolts, elle est stable, ce qu'on appelle le potentiel de repos. Après la stimulation, regardez, il y a une augmentation rapide de potentiel vers de moins 80 millivolts jusqu'à plus 20 millivolts. Ensuite, il y a une diminution rapide pour retourner à l'état initial. On parle donc du phénomène appelé le potentiel d'action. Donc, on va essayer de faire une comparaison entre le phénomène mécanique, la secousse musculaire, et le phénomène électrique, le potentiel d'action. Regardez que ce potentiel d'action, il se fait pendant la phase de latence. Donc, après le potentiel d'action, il y a une contraction musculaire. On peut déduire que la contraction musculaire, elle est due à ce phénomène électrique appelé le potentiel de repos. Donc, on va faire l'analyse. Comme vous voyez, avant la secousse musculaire, le potentiel électrique musculaire est stable dans la valeur moins 80 millivolts. Il s'agit donc d'un potentiel de repos. Juste après la stimulation, il y a une augmentation rapide de la DDP du potentiel électrique de moins 80 millivolts jusqu'à plus 20 millivolts. Ensuite, il y a une diminution vers l'état initial. Il s'agit donc du potentiel d'action. Et puis, la succession de plusieurs potentiels d'action, ils vont constituer ce qu'on appelle l'influx nerveux. La conclusion, le phénomène électrique, entre parenthèses, il s'agit donc de l'influx nerveux, il est responsable du phénomène mécanique de la secousse musculaire. 2. Les phénomènes biochimiques ou parfois on dit chimiques. On va essayer d'exploiter des données expérimentales pour montrer ces phénomènes biochimiques. Si vous avez un tableau de données, on analyse le son à l'entrée et à la sortie d'un muscle au repos et après une activité musculaire. Par exemple, ici, au repos, vous avez l'artère qui fait entrer le sang, la veine qui fait sortir le sang. On va essayer de comparer la sortie et l'entrée pour voir
les quantités consommées ou produites par le muscle pendant le repos et pendant l'activité musculaire, c'est-à-dire la contraction musculaire. La question, la consigne, on nous demande de comparer les besoins d'un muscle en activité et au repos, et on va déduire. Donc, regardez ici, vous avez plusieurs paramètres. On a le volume du sang traversant le muscle pendant le repos 12,2201 litres, plutôt 12,220 litres. Pendant l'activité, là, 65,325 litres. Donc, vous voyez une grande augmentation. C'est presque fois 4, fois. La consommation de dioxygène, 0,307 litres pendant le repos. Par contre, pendant l'activité musculaire, il y a une forte augmentation jusqu'à 5,207 litres, c'est-à-dire presque, on multiplie par, disons, 15 jusqu'à 16 fois. Le CO2 rejeté, 0,220 litres jusqu'à 5,950 litres, c'est-à-dire une forte libération, une forte augmentation de la libération du CO2. Le glucose utilisé pendant le muscle, pendant le repos, 2,042. Par contre, en activité, il y a 8,432, donc une forte augmentation. Et regardez pour les protides et les lipides, il n'y a pas de consommation de ces deux éléments pendant l'activité musculaire. Donc, si on essaie de faire une comparaison, vous allez remarquer qu'en activité musculaire, il y a une forte consommation de dioxygène et un grand volume du sang qui traverse le sang, une forte consommation de glucose et une grande quantité de CO2 rejetée par rapport à l'état de repos. Donc, la déduction, c'est que le glucose est oxydé, utilisé, consommé avec le dioxygène pour la production d'ATP. On a déjà vu ça pendant la voie de la respiration cellulaire. Donc, la réponse, la question, comparez l'état de repos, que vous voyez ici. On constate pendant l'activité musculaire une augmentation du débit sanguin, c'est-à-dire le volume qui traverse, le volume du sang qui traverse le muscle, associé à une augmentation de la consommation d'oxygène du glucose, sachant que le sang, c'est le transporteur de dioxygène et du glucose, et aussi une forte libération, dégagement important de CO2, mais pas de consommation des lipides et des protides. La déduction, le glucose, il est oxydé par la production, pour la production nécessaire, d'énergie nécessaire à la contraction musculaire. Ensuite, on va essayer d'analyser un autre tableau qui montre l'énergie fournie en kilojoules. Donc ici, le tableau ci-contre présente les variations de la consommation d'oxygène, la concentration de l'acide lactique en fonction de l'intensité de l'effort musculaire exprimé en énergie fournie. Donc ici, vous avez l'intensité de l'effort musculaire. Ici, c'est la consommation d'oxygène et la production, la quantité d'acide lactique produite. On va essayer de faire une analyse, une description. Donc, vous voyez, lorsque cette énergie augmente, c'est-à-dire l'intensité de l'effort musculaire augmente, la consommation de dioxygène va augmenter et l'acide lactique, donc ici, regardez, lorsqu'on arrive, par exemple, à 68 kJ par minute, il y a une stabilité de la consommation de dioxygène. Ensuite, lorsqu'il y a cette stabilité, regardez qu'est-ce qui se passe. Il y a début de production de l'acide lactique à partir de 68 kJ par minute. C'est-à-dire que la consommation d'oxygène augmente pendant les premières intensités. Un certain temps pendant cette période, il n'y a pas de production d'acide lactique. Mais lorsqu'il y a l'arrêt de consommation de dioxygène à une quantité déterminée, c'est-à-dire la consommation elle est limitée, même s'il y a une augmentation d'oxygène, on a toujours la même quantité consommée
une augmentation de l'énergie liée à la même quantité consommée de dioxygène. Et l'acide lactique il va commencer à être libéré pendant cette période. Donc, pour l'analyse, la consommation de dioxygène augmente avec l'augmentation de l'effort, vous voyez ici, jusqu'à une valeur maximale égale à 3,04 litres, puis reste constante, vous voyez ici. À ce moment, lorsqu'on remarque une stabilité de la consommation d'oxygène, il y a début de production de l'acide lactique. La déduction, lorsque l'intensité de l'effort musculaire devient assez élevée, c'est-à-dire à partir de 68, la consommation d'oxygène devient inférieure aux besoins réels, parce que vous voyez normalement, il faut qu'il y ait une augmentation, mais les besoins réels, ici 3,04, ils sont inférieurs. Donc 3,04, il est inférieur aux besoins réels pendant cette intensité. Donc, pour produire de l'énergie nécessaire. Dans ce cas, le muscle, c'est-à-dire que l'énergie produite pendant la consommation de dioxygène, c'est-à-dire la respiration cellulaire, il est limité. Le muscle il va essayer d'entamer une autre voie de production d'énergie, c'est la fermentation lactique. C'est pourquoi il y a production de l'acide lactique. On va essayer d'analyser d'autres données. Ici, vous avez deux figures. La première, il représente la consommation du glucose en fonction du temps pendant trois positions, donc pendant l'exercice faible, l'exercice modéré et puis l'exercice physique intense. Donc, regardez, lorsqu'on essaye de faire augmenter l'intensité de l'exercice physique, il y a une augmentation de la consommation de glucose. Pourquoi? Parce que, c'est-à-dire que l'exercice nécessite la production d'ATP, et on sait déjà que la source d'ATP, c'est le glucose, qui est utilisé comme métabolite pendant la respiration cellulaire, aussi pendant la fermentation pour produire de l'ATP. Deuxième figure, il montre les variations du glycogène musculaire. Vous savez que le glycogène, c'est une forme de glucose, c'est-à-dire plusieurs molécules de glucose qui sont associées sous forme d'une macromolécule de sucre, sous forme de réserve au niveau des muscles. On va essayer de voir les variations de ces réserves en glycogène au niveau musculaire en fonction du temps. Pendant l'exercice faible, vous voyez qu'il y a une faible diminution des réserves, c'est-à-dire qu'il y a une faible consommation de ces réserves. L'exercice modéré, la variation elle est modérée et une forte diminution pendant l'exercice intense, c'est-à-dire lorsqu'il y a l'épuisement de glucose qui se trouve au niveau des cellules, la cellule va utiliser les réserves du glycogène, c'est-à-dire l'hydrolyse du glycogène qui va se transformer en glucose, qui est le métabolite responsable de la production de l'énergie. Donc pour l'analyse, plus l'intensité de l'effort musculaire augmente, plus la consommation du glucose va augmenter et les réserves du glycogène vont diminuer. Ça, c'est l'analyse des deux courbes. L'explication, lors d'efforts physiques, les besoins énergétiques augmentent, ce qui nécessite l'apport supplémentaire en glucose provenant de l'hydrolyse du glycogène, c'est-à-dire pour qu'il y ait transformation du glycogène en petites molécules de glucose. La conclusion, la contraction musculaire est accompagnée des phénomènes chimiques suivants. Une augmentation de la consommation du glucose et du dioxygène pour la production d'énergie lors de la respiration cellulaire. Déjà parlé de ça dans la première partie, premier chapitre. Pendant les efforts musculaires intenses, la consommation d'oxygène est limitée. On a déjà vu dans le tableau que lorsqu'on arrive à une certaine intensité, il y a la stabilité de la consommation. Ce qui fait appel à une autre voie, c'est la fermentation lactique comme une voie supplémentaire d'énergie. C'est pourquoi il y a une production d'acide lactique à partir de l'effort physique intense. Une hydrolyse du glycogène pour produire plus de glucose, on a déjà vu ça dans la cellule, c'est-à-dire qu'il y a une diminution des réserves du glycogène dans les cellules musculaires. Pourquoi? Pour se transformer en glucose qui sera utilisé
comme source d'énergie. Dans le muscle, donc, vous voyez que le muscle il adapte son métabolisme pour assurer ses besoins énergétiques, c'est-à-dire au début des exercices qui sont moins intenses, il y a la consommation d'oxygène, c'est-à-dire la voie aérobie, production d'énergie par la respiration cellulaire. Ensuite, il y a la fermentation lactique qui est ajoutée à la respiration cellulaire lorsque l'intensité est très élevée. On passe maintenant au phénomène thermique, c'est-à-dire la chaleur dégagée par le muscle pendant l'effort physique, pendant la secousse musculaire. Le protocole expérimental, ici on a un appareil appelé le thermopile. L'appareil il est Altré. Ils ont essayé de mettre 2 aiguilles thermoélectriques dans une température de référence, 2 autres qui sont introduites dans le muscle pour qu'il y ait une différence de température qui sera convertie en phénomène électrique. C'est pour ça qu'on l'appelle les aiguilles thermoélectriques de nickel, par exemple. Et puis, ici, vous avez le résultat de l'expérience. En exploitant en parallèle le myogramme que vous voyez ici comme résultat et la courbe de la variation de la chaleur, donc on peut mesurer la chaleur en fonction du temps, c'est-à-dire pendant la tension musculaire, l'effet mécanique, la secousse musculaire. Donc ici, vous voyez 2 variations. Les variations de la tension du muscle, c'est-à-dire la secousse musculaire, le phénomène mécanique. En bas, vous avez les variations de la quantité de chaleur, toujours en fonction du temps. Ici, il y a le temps d'excitation. Donc, on va essayer de faire en parallèle une analyse des 2 courbes. La variation de la chaleur dégagée, la variation de la tension du muscle. On doit déterminer les différents types de chaleur libérées par le muscle lors d'une activité musculaire. Donc, regardez, au début, lorsqu'il n'y a pas d'excitation, c'est-à-dire au repos du muscle, il n'y a pas de libération d'énergie. Lorsqu'il y a une stimulation, vous savez qu'il y a un temps de latence, ensuite il y a une secousse musculaire. Et regardez, du point de vue chronologique, vous voyez que la secousse musculaire, elle coïncide avec la libération de l'énergie dans ce temps. Et vous voyez donc cette énergie, elle est appelée l'énergie initiale, la chaleur initiale. Ensuite, après le repos, après la secousse musculaire, il y a la libération d'une autre quantité de chaleur appelée la chaleur retardée. Vous voyez, pour la première chaleur dégagée pendant la secousse musculaire, il peut se composer en 3 parties. Par exemple, ici, 3, c'est cette énergie de contraction, cette chaleur de contraction libérée pendant la contraction. Et 4, c'est une autre énergie avec une faible variation. Ensuite, pendant le relâchement, il y a la production de la chaleur, appelée la chaleur de relâchement. Que peut-on conclure de ces résultats? Donc, on va essayer de faire l'analyse de ce document que vous voyez ici. On va essayer de comparer la secousse musculaire, le myogramme, avec la quantité de chaleur. J'ai déjà dit qu'il y a la première chaleur libérée pendant la secousse musculaire appelée la chaleur initiale, et puis la deuxième appelée la chaleur retardée. Donc, lors d'une activité musculaire, le muscle dégage la chaleur en 2 temps. Le premier temps, c'est la chaleur initiale, et dégagée rapidement lors de la secousse musculaire. Et elle se compose de 3 parties. La chaleur de contraction qui est libérée pendant la contraction, la chaleur de soutien, vous voyez ici, 4,
et puis la chaleur de relâchement libérée pendant la phase de relâchement. Et puis la deuxième chaleur, c'est la chaleur retardée qui est dégagée lentement après la secousse musculaire. Donc, dans l'exercice, ils ont donné une situation, l'expérience de il est temps refaite en milieu anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène. On constate le dégagement de la chaleur 1, mais la chaleur 2 est partiellement nulle. C'est-à-dire que cette expérience a été faite dans un milieu aérobie en présence d'oxygène. Par contre, on va essayer de refaire l'expérience dans un milieu anaérobie en absence d'oxygène et on va obtenir les résultats suivants. Regardez ici la chaleur dégagée, s'il y a les variations de la chaleur, la quantité de chaleur, et s'il y a la tension, c'est-à-dire la secousse musculaire. Donc, la chaleur, ça c'est en milieu anaérobiose, c'est-à-dire pendant l'anaérobiose du muscle. Regardez que la chaleur initiale, la production de la chaleur initiale, elle coïncide avec la secousse musculaire. Par contre, il n'y a plus de chaleur retardée. Donc, on va déduire que la chaleur retardée, puisque on a refait l'expérience dans un milieu en absence d'oxygène, et il n'y a plus de production, c'est-à-dire que cette chaleur est produite en présence d'oxygène, c'est-à-dire dans le milieu anaérobie, c'est-à-dire que par la voie anaérobie, la respiration cellulaire. Par contre, cette chaleur initiale, elle est produite même en absence d'oxygène, c'est-à-dire qu'elle est produite par la voie de la fermentation lactique. Donc l'absence de chaleur retardée au milieu anaérobie montre que cette énergie est issue de la respiration cellulaire. Donc la chaleur initiale est issue de la fermentation lactique. La conclusion, lors d'une secousse musculaire, le muscle dégage deux principaux chaleurs, chaleur initiale, chaleur retardée. Par contre, la chaleur initiale, il se compose de trois parties. Il est libéré pendant la secousse musculaire par des réactions qui sont anaérobies, c'est-à-dire en absence d'oxygène. Il se compose de trois parties, la chaleur de contraction produite pendant la contraction musculaire, la chaleur de soutien et la chaleur de relâchement produite pendant le relâchement. Ensuite, deuxième type de chaleur retardée qui est libérée après la secousse musculaire par des réactions qui sont aérobies, c'est-à-dire en présence d'oxygène. Donc le bilan final, pour bien comprendre, on a dit que la contraction musculaire elle est en relation avec trois phénomènes. Sachant déjà que la contraction musculaire s'exprime en secousse musculaire, il s'agit d'un phénomène mécanique. Il est dû au phénomène électrique, c'est-à-dire que la stimulation du nerf ou directement du muscle est responsable de la contraction musculaire comme réponse. Donc le phénomène électrique sous forme de potentiel d'action et une succession de potentiels d'action appelés l'influx nerveux sont responsables de la contraction musculaire. Donc lorsqu'il y a une contraction musculaire, on peut enregistrer deux phénomènes. Le phénomène thermique, qui s'exprime par le dégagement de la chaleur initiale pendant la secousse et retardée après la secousse musculaire. Et puis, il y a un phénomène biochimique, on peut dire aussi chimique, c'est-à-dire des réactions chimiques qui se font au niveau de cellules musculaires. Il y a une augmentation de la consommation d'oxygène du glucose pour la production d'ATP. Il y a aussi l'augmentation de production de CO2 et de l'acide lactique. Sachant que la contraction musculaire, il peut aboutir au phénomène et la libération d'énergie, il sera responsable de la contraction musculaire. C'est pour ça qu'on a donc il est réciproque. Ces deux phénomènes sont réciproques, c'est-à-dire le phénomène de contraction musculaire au phénomène mécanique avec le phénomène biochimique. Donc je vous remercie et à la prochaine fois, Inch'Allah.